Bien, alors nous reprenons avec un tout petit peu de retard. Nous allons écouter à présent Sébastien Richard. Donc Sébastien est docteur en philosophie. Il est actuellement chargé de cours en philosophie des sciences en particulier à l'Université libre de Bruxelles. Et ses recherches se situent donc à l'intersection de la métaphysique, de la logique et de la philosophie du langage, mais aussi à l'intersection de la tradition analytique et de la tradition austro-polono-allemande. Donc c'est aussi un bon connaisseur de l'histoire de cette philosophie autrichienne, polonaise et allemande. Et il s'intéresse en particulier aux questions d'ontologie formelle. Il a écrit plusieurs ouvrages sur la question, notamment de la forme à l'être, en 2014 aux éditions d'Ithac. Et sa conférence aujourd'hui portera sur la question des modes d'être, dont on a déjà parlé. Elle s'intitule « Mode d'être et identité à travers le temps ». Merci. Je vais d'abord remercier Madame Tiercelin, Alexandre Declos et Madame Grancière-Rodriguez pour leur très gentille invitation, une nouvelle fois, à ce assez beau séminaire de métaphysique ici au Collège de France. C'est toujours un plaisir et un honneur. Alors, le problème de l'unité temporelle des objets est un problème classique en métaphysique analytique contemporaine. Je pense qu'on peut, ce n'est pas moi qui fais cette distinction, je la reprends, distinguer le problème de l'unité diachronique du problème de l'unité synchronique. Le problème de l'unité diachronique est celui de savoir combien de choses, d'une certaine sorte, avons-nous à faire entre deux instants. Par exemple, entre le 14 avril 2019 et le moment où Notre-Dame sera complètement restaurée, combien y aura-t-il eu d'objets donnant sur le parvis de Notre-Dame, étant donné que la charpente de Notre-Dame aura, à terme, été complètement remplacée? Le problème synchronique, quant à lui, concerne la question de savoir combien il y a d'objets à un instant donné. Par exemple, au centre du tombeau de Jules II, dans Saint-Pierre-aux-Liens à Rome, y a-t-il une chose ou deux choses? La statue de Moïse, faite de marbre, une seule chose, ou la statue de Moïse et le bloc de marbre. Je vais ici essentiellement traiter du problème synchronique. Il ne va pas être tant question du temps que ça, en tout cas moins que je l'aurais voulu. Mon idée de départ, c'était, après en avoir discuté avec Guillaume, c'était de voir dans quelle mesure la notion de mode d'être pouvait nous permettre de résoudre des problèmes concernant l'identité diachronique des objets. Et puis je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être que je maîtrise d'abord l'identité synchronique avant d'aborder l'identité diachronique. Ça, c'est une première chose. Je vais m'intéresser à l'identité synchronique d'un certain type d'objet. L'idée est qu'en fait, on peut élargir cette solution. Je vais m'intéresser à l'idée synchronique des œuvres architecturales, à savoir des objets comme Notre-Dame de Paris. Alors, parce que c'est un exemple assez typique d'œuvres d'art, et en fait, de manière générale, d'artefacts, et je pense que la solution qu'on peut avoir pour les œuvres architecturales, sur la question de leur identité, peut être entendue aux œuvres d'art de manière générale, aux artefacts de manière encore plus large, et probablement aux objets ordinaires. Et je m'intéresse en fait aux œuvres architecturales parce que c'est probablement le cas le plus délicat. C'est là où c'est le moins évident qu'on puisse défendre la théorie que je vais essayer de défendre. Alors, pour répondre en partie à la question de Mme Tiercelin tantôt, mon intérêt pour les modes d'être, mon intérêt personnel, vient en fait des objets fictifs, de l'ontologie des objets fictifs. Il vient d'une insatisfaction double. D'une part, comme je l'ai dit, descriptive. Il y a quelque chose dans les théories existantes qui ne me satisfait pas face à ce qui me semble être descriptivement adéquat qu'entre aux objets fictifs, comme Madame Bovary. Et d'autre part, les différentes solutions qui soient du type descriptive, soit en termes de monde possible, voire néo-meinongienne, ne m'ont jamais convaincu. Il me semble qu'elles ne sont pas capables de résoudre une série de problèmes centraux. Par contre, la théorie des modes d'être, à un moment, en tout cas celle défendue par Roman Ingarden, je vais y revenir, m'a semblé permettre de résoudre toute une série de problèmes et être adéquate descriptivement. Du coup, j'essaye maintenant de voir dans quelle mesure cette théorie des modes d'être nous permet de résoudre d'autres problèmes en métaphysique contemporaine. Alors, quelle va être l'idée de ma solution? Très rapidement, je disais, on part du problème de l'unité synchronique des objets. On pourrait, avec Johnson, me semble-t-il, affirmer qu'au centre du tombeau de Jules II, il n'y a qu'un seul objet. Mais on pourrait aussi soutenir qu'il y en a deux, et c'est ce que soutient notamment Rudolf Baker, et dire qu'il y a
le bloc de marbre, comme je l'ai dit précédemment, et la statue de Moïse, le bloc de marbre constituant la statue de Moïse. Ma propre solution va consister à soutenir une théorie à la Baker, où il y a deux objets et une relation de constitution, et à préciser le mode d'aide qui échoit à l'objet constitué et à l'objet constituant. Pour ce faire, je vais m'appuyer sur l'analyse des modes d'aide d'Ingarden. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je l'ai déjà fait d'autres années ici, mais je vais m'appuyer sur ces analyses des modes d'aide, d'autant plus que Ingarden lui-même a essayé d'appliquer sa théorie des modes d'être au problème de l'unité synchronique des objets, et en particulier de l'œuvre architecturale dans un texte de 1945. Et on va voir que beaucoup de réflexions d'Ingarden rejoignent des solutions qu'on trouve dans la métaphysique contemporaine. Alors, peut-être préciser rapidement, parce que je ne comptais pas le faire, mais vu le talk de Guillaume, la manière dont j'entrevois les modes d'être, en tout cas les distinctions qu'il faudrait faire selon moi. Il y a d'une part un mode d'être réel, le mode d'être qui échoit aux objets qui existent dans le temps. D'autre part, un mode d'être éventuellement idéal, mais j'en parlerai pas, celui des objets abstraits, ceux qui sont en dehors du temps. Et, ça va être central dans mon propos, un mode d'être purement intentionnel, le mode d'être qui échoit aux objets créés par des individus doués de conscience qui peuvent viser intentionnellement des objets. Alors, chez Ingarden, le mode d'être purement intentionnel n'est pas temporel. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette position. Je pense que les objets intentionnels, même purement intentionnels dans le vocabulaire d'Ingarden, existent dans le temps, ils viennent à un moment à l'existence et en sortent. Le problème est qu'ils ne se maintiennent pas par eux-mêmes dans le temps. Les objets réels, eux, une fois qu'ils sont venus à l'existence, se maintiennent par eux-mêmes dans le temps. Mais en y réfléchissant, peut-être qu'on pourra en discuter. Je suis assez d'accord avec l'idée que le stuff ne change pas, mais en même temps, le stuff serait l'exemple typique d'un objet réel. Alors, on aurait des objets réels qui ne changent pas. C'est un peu étrange. On verrait que les objets ordinaires ont un statut du temps très particulier. Ils changent, en même temps, ils ne peuvent pas exister par eux-mêmes dans le temps. On va essayer d'y voir un peu plus clair. Je vais commencer. Alors, la thèse centrale de Roman Ingarden est que toutes les œuvres d'art, mais aussi les objets sociaux et culturels, et je pense les objets ordinaires, sont ce qu'il appelle des objets purement intentionnels. C'est-à-dire des objets créés par la pensée. Des objets qui, pour cette raison, parce qu'ils sont créés par la pensée, ne peuvent pas exister sans une conscience qui les vise, sans des actes intentionnels qui les projettent. Leur mode d'être est différent, dès lors, de celui des objets réels, et en particulier des objets matériels, qui, eux, existent, dit Ingarden, de manière autonome, c'est-à-dire sans devoir leur existence ou leur détermination à un individu conscient. Les objets purement intentionnels doivent leur détermination et leur existence même à des individus doués d'intentionnalité. Alors, eu égard au problème de l'identité synchronique des objets, et des œuvres architecturales en particulier, je pense que la thèse centrale d'Ingarden est que ces objets doivent être distingués de leur support matériel. Par exemple, une œuvre littéraire ne s'identifie pas à ses différentes copies matérielles, une œuvre musicale à ses différentes interprétations ou enregistrements. Mais ce constat vaut aussi pour les œuvres architecturales d'Ingarden. Je le cite. Une cathédrale gothique ou une basilique romaine, en tant qu'œuvre architecturale, n'est pas identique à ce même objet qui est une totalité faite de murs, de pierres ou de briques. De même, pour reprendre un exemple déjà mentionné, la statue de Moïse, en tant qu'œuvre sculptée par Michel-Ange, n'est pas identique à cet objet qui est la totalité du bloc de marbre ou du matériau fait de marbre dont elle est faite. Dans le cas particulier de l'œuvre architecturale, par exemple Notre-Dame, la thèse de la non-identité de l'œuvre et du support matériel qui la constitue est particulièrement difficile à accepter. C'est pour ça que j'ai choisi de la prendre comme exemple central dans mon exposé. Qu'est-ce qui différencie en effet Notre-Dame de son support matériel, de ce que Ingarden appelle d'un terme technique le bâtiment, c'est-à-dire son support matériel, ce qu'on pourrait voir comme la somme méréologique de ces matériaux. C'est bâtiment, un terme qui en fait pourrait être aussi une œuvre, évidemment, un objet purement intentionnel, mais ici on va le prendre comme terme technique qui désigne ce qui serait le support matériel de Notre-Dame. En fait, ultimement, c'est probablement la somme des atomes qui constituent Notre-Dame. Mais quelle différence entre Notre-Dame de Paris,
l'œuvre architecturale et son support matériel. Ça semble assez difficile à voir. La thèse est contre-intuitive qu'il y ait une différence entre les deux. Nous n'arrivons pas à séparer ces deux objets. En tout cas, nous n'y arrivons pas aussi facilement que dans le cas des œuvres littéraires. On peut très facilement distinguer le roman Madame Bovary de ses multiples copies matérielles que vous avez lues, que vous possédez chez vous. Mais comment fait-on ça pour Notre-Dame? On a l'impression que si on accepte cette thèse de distinction, tout comme Madame Bovary peut être instanciée dans une multiplicité de copies matérielles, de livres qui existent réellement, Notre-Dame pourrait être instanciée dans différents bâtiments. Ça semble difficile à accepter. Pourquoi? Je pense, premièrement, parce que les œuvres architecturales, généralement, ne sont incarnées que dans un seul exemplaire, de manière contingente. On pourrait imaginer de faire plusieurs bâtiments qui instancient la même œuvre architecturale. Ce n'est pas impossible. Deuxièmement, cette incarnation dans un support réel est souvent introduit une relation étroite, je pense, de l'œuvre à son environnement. Est-ce qu'on peut imaginer que Notre-Dame, qui serait reconstruite à l'identique par l'émir du Qatar au milieu du désert du Qatar, serait toujours Notre-Dame? Probablement pas. Une des raisons est que, en fait, l'ensemble des propriétés intentionnelles, notamment historiques, que nous associons à Notre-Dame, ne seraient pas identiques pour ce bâtiment au Qatar. Pour prendre un autre exemple, est-ce qu'on peut imaginer que The Falling Water House de Frank Lloyd Wright, qui a une relation très particulière à son environnement, serait toujours la même œuvre architecturale dans le désert du Qatar? Ça semble difficile à imaginer. C'est pourtant ce que soutient Ingarden. Une œuvre architecturale, parce qu'elle est un objet purement intentionnel, peut être concrétisée, réalisée, si vous voulez, dans différents supports matériels. L'analyse ingardenienne, et celle que je propose moi-même, des œuvres architecturales s'inscrit dans une théorie plus large, en fait, des objets sociaux et culturels, des artefacts, qui se trouvent in nucléo dans le texte sur les œuvres architecturales. Pour Ingarden, une œuvre architecturale est semblable à un drapeau ou à un billet de banque. D'un côté, ce sont des créations mentales, des objets qui doivent une partie de leur existence ou toute leur existence à des agents doués d'intentionnalité, et d'autre part, ce sont des objets purement intentionnels qui ont la particularité de nécessiter un support réel pour s'incarner. Pas de billets d'1 euro sans des bouts de papier ou de drapeau sans un bout de tissu. De la même manière, pas de Notre-Dame de Paris sans un bâtiment réel qui existe quelque part. Les œuvres sociales, enfin les œuvres architecturales, mais les objets sociaux et culturels de manière générale, ont cette particularité parmi les objets purement intentionnels de nécessiter deux fondements ontologiques. D'une part, un fondement dans des agents intentionnels qui les visent et qui les créent, et d'autre part, un fondement ontologique dans leur support matériel. Ce n'est pas le cas de tous les objets purement intentionnels. Les objets imaginés, par exemple la Madame Bovary que j'imagine, mais parce que je n'ai jamais lu le roman Madame Bovary, n'a pas besoin de support dans le roman. Par contre, l'objet intentionnel, purement intentionnel, qu'est Madame Bovary, telle que décrite dans les romans de Flaubert, elle a une certaine forme de dépendance ontologique via des supports matériels qui contiennent in nucléo des descriptions qui la concernent. Donc, les objets sociaux et culturels, et de manière plus restreinte, les œuvres architecturales, sont donc des objets purement intentionnels, qui doivent leur être et leur détermination à des agents intentionnels, sont des objets purement intentionnels cum fundamento in re. Et je préciserai ce que ça implique du point de vue de leur propriété. Mais ils ont donc cette particularité d'être doublement dépendants ontologiquement d'autres objets. Je l'ai dit, j'ai pris l'œuvre architecturale comme exemple parce que c'est probablement le type d'objet où il est le moins évident qu'il faille distinguer entre l'œuvre et le support, pour plusieurs raisons. La première, et la plus importante à mon sens, est que ces objets, contrairement à la plupart des autres objets purement intentionnels, n'ont pas ce que Ingarden appelle des lieux d'indétermination. Ingarden a longtemps pensé que les objets purement intentionnels avaient des lieux d'indétermination, qu'ils sont ontologiquement indéterminés eu égard à certaines de leurs propriétés.
Prenons l'exemple typique d'un objet purement intentionnel pour Ingarden, celui dont il est parti dans son analyse, à savoir Madame Bovary, un objet fictif. Eh bien, parce que Flaubert n'a pas décrit cet aspect, je ne sais pas si Madame Bovary aime le vin de Bordeaux. Enfin, je ne sais pas si elle aime le vin de Bordeaux et je ne sais pas si elle n'aime pas le vin de Bordeaux. Mais l'indétermination dont il s'agit ici n'est pas purement épistémique, ce n'est pas moi qui ne le sais pas, c'est ontologique. Je peux chercher dans l'œuvre complète de Flaubert, je ne trouverai pas d'indice qui me permet, je crois, peut-être que je me trompe, de déterminer si Madame Bovary aime le vin de Bordeaux ou n'aime pas le vin de Bordeaux. Ontologiquement, elle est indéterminée à cet égard. La propriété aimer le vin de Bordeaux et la propriété complémentaire ne pas aimer le vin de Bordeaux n'échoit ni l'une ni l'autre à Madame Bovary. C'est un lieu d'indétermination. C'est un lieu d'indétermination que je peux compléter quand je lis le roman. Je peux projeter sur Madame Bovary que, à cause de certains indices du roman, elle aime le vin de Bordeaux, en tout cas pour faire passer son ennui lors de ses soirées avec Charles. On pourrait imaginer. Mais l'œuvre architecturale, elle, Ingarden le découvre, ne possède pas de lieu d'indétermination. Qu'est-ce que je pourrais bien, quelle propriété pourrait bien être indéterminée eu égard à Notre-Dame de Paris? Toutes ces propriétés, en fait, semblent déterminées par le support matériel. Alors, s'il n'y a pas de lieu d'indétermination pour Notre-Dame, pourquoi devrions-nous distinguer Notre-Dame de son support matériel? C'est une énigme, et c'est une énigme pour Ingarden lui-même. Il admet que c'est difficile. Mais il est pourtant convaincu qu'il y a une différence entre les deux. Pour établir qu'il y a une différence entre les deux, il procède assez classiquement, en métaphysique contemporaine, il utilise le principe d'indiscernabilité des identiques. Il nous dit, je vais établir qu'il y a des propriétés que possède Notre-Dame et que ne possède pas le support matériel, et inversement. Mais c'est surtout des propriétés que posséderait Notre-Dame et que ne possède pas le support matériel. Si ces deux objets ne possèdent pas les mêmes propriétés, alors en vertu du principe d'indiscernabilité des identiques, ce ne sont pas le même objet. Je vais exposer plusieurs de ces arguments. Alors, tout d'abord, il y a une série de propriétés qui échoient à l'œuvre architecturale qu'est Notre-Dame de Paris, qui n'échoient pas à son support matériel, qu'on pourrait qualifier de intentionnel. Par exemple, je peux dire des colonnes de Notre-Dame qu'elles sont élégantes. Mais est-ce que je peux dire du matériau qui constitue ces colonnes qu'elles sont élégantes? Ça semble difficile. Il y a des propriétés que nous attribuons à Notre-Dame et à ses parties que nous n'attribuons pas au support matériel et à ses parties. On peut en citer toute une série. On peut reprendre des exemples de Kitfine dans un article similaire, sur un sujet similaire, qui nous dirait que Notre-Dame possède un certain nombre de propriétés que ne possède pas son support, parmi lesquelles le fait d'être presque parfaite, bien exécutée, de grande valeur, belle, de style gothique, monumentale, assurée et même admirée. L'ensemble de ces propriétés n'existerait pas sur des individus qui les attribuent à Notre-Dame. Et, semble-t-il, Notre-Dame les possède, mais pas le support matériel qui constitue Notre-Dame. L'ensemble de ces propriétés intentionnelles sont des propriétés esthétiques, des propriétés représentationnelles, symboliques, expressives, stylistiques, historiques, etc. On pourrait même aller encore plus loin dans les propriétés intentionnelles qui échouent à Notre-Dame et qui n'échouent pas à son support matériel, si nous concevons ce que Ingarden appelle le bâtiment, comme en fait l'ensemble méréologique des atomes qui composent Notre-Dame. À ce moment-là, le bâtiment lui-même ne possède pas ce qu'on appelle des qualités sensibles. La façade de Notre-Dame, le bâtiment qui constitue Notre-Dame n'est pas lui-même doté d'une façade de couleur blanc. Sa charpente n'a pas la propriété de ne pas résister au feu, etc., etc. Je cite Ingarden. Il est fort probable que l'objet physique matériel que forme le bâtiment ne soit pas pourvu de ce qu'on appelle les qualités sensibles, qu'il ne soit ni coloré, ni dur, ni limité par des surfaces rudes ou polies, qu'il ne donc pas en soi-même cette forme spatiale qu'on trouve dans la perception concrète et qu'on lui attribue dans la vie quotidienne. Un ensemble d'atomes n'est pas lui-même blanc ou capable de résister ou de ne pas résister au feu. Ces propriétés, nous les attribuons à l'œuvre sur la base de certaines propriétés du bâtiment lui-même, sur la base de certaines propriétés qui lient les atomes en une totalité. Si
la charpente de Notre-Dame résiste ou ne résiste pas au feu, c'est en vertu de certaines forces, on va dire, ou de propriétés chimiques qui échoient aux atomes qui constituent le bâtiment, qui composent le bâtiment plutôt. Voilà pour les propriétés essentielles. On peut même encore aller plus loin sur ces propriétés essentielles et avancer que certaines propriétés essentielles, je peux dire intentionnelles, je passe une étape, que parmi les propriétés intentionnelles qui échouent à Notre-Dame et pas à son support matériel, certaines sont essentielles à Notre-Dame et pas au support matériel. Par exemple, il semble qu'une église comme Notre-Dame ne peut pas exister en tant qu'église sans une consécration religieuse. Et que cette consécration est essentielle à l'existence de Notre-Dame en tant qu'église, que cathédrale. Je cite à nouveau Ingarden. Ce que nous appelons la consécration d'une église, au fond le passage d'un bâtiment profane à une église, n'est pas quelque chose de purement contingent, une vaine mascarade pour la foule et destinée à pousser les gens à certains comportements, mais bien plutôt quelque chose qui a une signification essentielle pour l'existence de l'église en question. Il est essentiel pour l'Église d'être consacrée en tant qu'Église. Si elle n'est pas consacrée, les rituels qui s'y déroulent auront peu de sens. À l'inverse, il n'est pas essentiel pour le bâtiment, pour l'ensemble des pierres de taille, du verre et du bois qui composent Notre-Dame, d'être consacrée, d'être une Église. Or, si un objet a certaines propriétés essentielles, on peut soutenir que ces propriétés ne sont pas des propriétés qui lui échoient en vertu de certaines descriptions. Autrement dit, Notre-Dame n'est pas le bâtiment en tant qu'église, parce qu'une propriété essentielle n'échoit pas une propriété à un objet parce qu'il est décrit d'une certaine manière. Il lui échoit parce que c'est dans son essence, peu importe. Donc, il, a priori, ne peut pas s'agir du même objet décrit de manière différente. C'est une conséquence qu'on peut tirer, mais je pense que c'est peut-être le point le plus faible de l'argumentation qui demanderait développement. Dans quelle mesure Notre-Dame ne peut pas être réduit au bâtiment décrit d'une certaine manière? C'est vraiment une question et j'ai eu peu le temps de la traiter. Ici, un argument. Mais continuons. Est-ce qu'on peut trouver d'autres propriétés qui échouent à Notre-Dame et qui n'échouent pas au bâtiment? Il y a certaines propriétés modales. Par exemple, on pourrait dire que le bâtiment peut survivre à sa destruction par un bulldozer. L'ensemble des pierres de taille vont peut-être être réduites en petits morceaux, mais en tant que somme méréologique, ces morceaux existant toujours, la somme méréologique existe toujours. Par contre, Notre-Dame ne va pas survivre à sa destruction par un bulldozer. Ce ne sera plus Notre-Dame, il n'y aura plus d'œuvre architecturale. À l'inverse, Notre-Dame peut bien voir certaines parties de ses parties remplacées au cours du temps. C'est là dont je parlais pour mon problème d'identité temporelle, c'est est-ce que Notre-Dame va voir ses parties remplacées? On l'espère, elle va être restaurée. Donc certaines planches vont être remplacées par d'autres planches, d'autres poutres, en bois ou en béton, et pourtant Notre-Dame va survivre à ce remplacement. Le bâtiment, en tant que somme méréologique, lui, ne peut pas survivre à un changement de ses parties. C'est la thèse de l'essentialisme méréologique. C'est une thèse qu'a soutenue de manière exemplaire Roderick Chisholm, et dont je voulais partir à la base, mais qu'a soutenu aussi Ingarden. Le bâtiment, le support matériel de Notre-Dame, ne peut pas voir ses parties, n'aurait pas pu être composé de parties différentes. Il n'aurait pas pu, il ne pourra pas dans le passé. Donc en fait, il ne peut pas changer, comme l'a dit Guillaume là tantôt. Par contre, l'œuvre qui est constituée par ce support, elle, peut voir ses parties remplacées. Je cite Ingarden, qui prend un autre exemple que la cathédrale de Notre-Dame. L'actualité était différente en 1945. 1914 n'était pas si loin. La cathédrale de Reims, en tant qu'œuvre d'art, apparaît sur le fondement du bâtiment correspondant et elle crée sa propre structure à partir des propriétés de ce dernier. Mais en dépit de cela, elle ne se laisse pas identifier à ce bâtiment. Donc, toujours la thèse de non-identité. La cathédrale de Reims, en tant qu'œuvre d'art, est aujourd'hui identique à celle-là même qu'elle était avant 1914. Au contraire, le bâtiment qui lui sert de fondement a été lourdement endommagé en 1914 et donc reconstruit. Ce bâtiment détruit n'existe plus aujourd'hui et ne peut renaître. En revanche, après la reconstruction, nous pouvons intuitionner sur le nouveau bâtiment la même œuvre d'art architecturale, identique à ce qu'elle était autrefois avant 1914.
thèse est claire. Et je pense qu'elle éclaire en partie comment procède un architecte qui va restaurer Notre-Dame. Qu'est-ce que l'architecte qui va restaurer Notre-Dame vise-t-il quand il va restaurer Notre-Dame? Vise-t-il le support matériel? Non, parce que sinon le support, enfin la restauration de Notre-Dame constituerait à ne pratiquement rien faire, si ce n'est réparer les parties, surtout pas les remplacer. Si on les remplaçait, ce ne serait plus le même objet, et il n'y aurait pas une vraie restauration. Ce qu'il vise, c'est l'œuvre architecturale elle-même. Alors, il peut se tromper en partie sur ce qu'est cette œuvre, il peut la modifier en partie, c'est probablement ce qu'a fait Viollet-le-Duc au XIXe siècle quand il a restauré Notre-Dame. Mais c'est cela qu'il vise, l'œuvre architecturale, et pas le support matériel. De ce point de vue, la restauration de Notre-Dame devrait nous donner la même cathédrale qu'avant, mais il se peut qu'elle change un peu. Tout dépend dans quelle mesure un noyau minimal de propriété va nous permettre de dire c'est bien le même bâtiment. Mais le fait que les parties matérielles du bâtiment, elles, changent, aura peu ou pas d'impact sur l'identité de l'œuvre architecturale. Je prends un exemple d'Ingarden qui parle du château Wawel à Cracovie, et je vais le transposer à Notre-Dame. On pourrait tout à fait imaginer que les poutres de la charpente, qui étaient en chêne, je pense, soient remplacées par des poutres en béton ou en métal, parce que ce sera plus solide. Eh bien, si on recouvre ces poutres par des planches en chêne et qu'on ne voit pas la différence, probablement pour la plupart d'entre nous, ce sera toujours la même église. Par contre, si on laisse les poutres en métal ou en béton apparentes, il se peut que notre projection de l'objet purement intentionnel qu'est Notre-Dame change. Je continue sur les différences entre Notre-Dame et son support. Une autre différence est que l'œuvre architecturale et son support matériel n'ont pas les mêmes conditions d'existence. Je reviens sur ce que je disais sur la différence de mode d'être. Pour venir à l'être, un bâtiment ne nécessite que l'existence de ses parties. C'est une somme méréologique, et dès que les parties existent, la somme méréologique existe, même si ces parties sont dispersées dans l'espace. Ça ne change rien du point de vue de la méréologie extensionnelle classique, du moins qu'elle a l'air de soutenir Ingarden ici, et que je soutiens en partie également. À l'inverse, une église n'existe pas dès qu'existent ses parties matérielles. Il faut quelque chose de plus. On l'a dit, une consécration. Pour d'autres œuvres architecturales, on peut imaginer une façon d'habiter, de reconnaître que c'est une habitation et pas juste un tas de pierres. Qu'est-ce qui fait qu'une grotte devient une habitation? Le fait que les gens y habitent. Qui sont un certain comportement intentionnel vis-à-vis de cette grotte et dans cette grotte. Il n'y a donc pas les mêmes conditions d'existence pour les deux objets. Je cite Ingarden qui affirme cela et il rappelle par certains aspects des théories d'Austin avant Austin lui-même. Il nous dit « Pour autant qu'elle est visée sérieusement et accomplie dans une attitude correspondante, entre parenthèses par le prêtre, par les fidèles, la cérémonie par laquelle un bâtiment profane est consacré en tant qu'église s'opère alors dans des conditions, s'opère alors dans des actes de conscience qui, par eux-mêmes, ne provoquent et ne peuvent provoquer aucun changement réel dans le monde réel, mais qui appellent à l'être un objet déterminé appartenant au monde ambiant des fidèles, et, à vrai dire, ce que précisément nous nommons église, temple ou autre. Et précisément, une église, ce n'est pas un certain tas ordonné de matériaux de construction, même si ce tas lui sert de fondement réel, de porteur, entre parenthèses, et constitue le point de départ de l'acte de consécration. Nous avons le bâtiment, objet réel, et d'autre part, qui lui existe indépendamment de nous, et d'autre part, l'œuvre architecturale qui ne vient pas à l'être indépendamment de certains actes sociaux et actes intentionnels. Dernière différence qui permet d'attester qu'il y a une distinction à faire entre l'œuvre architecturale et son support matériel, c'est celle des conditions de persistance. Un bâtiment, une fois créé, continue à exister dans le temps. Il a une certaine inertie existentielle. Il faut que j'aille détruire les pierres de taille, le bois par le feu, par exemple, et le verre, pour que cet objet réel qu'est le bâtiment cesse d'exister, parce qu'il aura perdu au minimum une de ses parties matérielles. Mais si personne n'intervient, un événement extérieur ou des individus comme vous et moi, à ce moment-là, l'objet continue à exister de lui-même, une fois venu à l'être, une fois créé.
L'œuvre architecturale, en revanche, nécessite qu'il soit visé par des individus sur base du support matériel qui le constitue. On pourrait imaginer que si la religion venait à disparaître, au point que son souvenir même se serait évanoui, il n'y aurait plus d'église, il n'y aurait plus de cathédrale. Il y aurait toujours un support matériel, mais il n'y aurait plus de cathédrale de Notre-Dame. Éventuellement, il y aurait un logement pour gens très riches, une librairie ou un centre commercial. Mais plus de lieu de culte où peuvent se réunir les fidèles. De même, en fait, si carrément l'humanité elle-même venait à disparaître, il n'y aura plus que le support matériel. Et plus d'œuvres du tout, plus d'endroits où habiter, où se réunir pour acheter des choses, etc. Donc, ces deux objets ont des conditions de persistance différentes. Voilà pour quelques arguments relativement classiques, qu'on trouve chez Ingarden et qu'on trouve dans la littérature contemporaine, pour affirmer qu'une œuvre n'est pas identique à son support matériel. Si on les accepte, il semble que nous devions également accepter qu'il y a deux objets, l'œuvre et la totalité du matériau qui la compose. Deux objets qui ne sont pas identiques, et pourtant, intuitivement, on a envie de dire que c'est un seul et même objet. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple, parce qu'on a vraiment du mal à dire que Notre-Dame n'est pas identique à l'ensemble des pierres de taille, du bois et du verre qui la composent. Je pense ici qu'on peut reprendre en partie le vocabulaire de Roderick Chisholm et dire que Notre-Dame, je vais terminer, n'est pas identique au sens strict à son support matériel. Elle est identique au sens large et populaire. Qu'est-ce à dire? Si Notre-Dame n'est pas identique au sens strict, mais au sens large et populaire, à son support matériel, pour Chisholm, mais pour d'autres auteurs, ça veut dire que Notre-Dame est constituée par son support matériel à un certain instant. La constitution étant une relation asymétrique entre un constituant et ce qui est constitué. On comprend assez intuitivement cette notion de constitution et pourtant elle est difficile à accepter parce qu'on n'en précise pas rarement la nature. Je pense que les modes d'aide, justement, est ce qui nous permettent de préciser la nature de cette relation de constitution entre un support matériel et l'œuvre ou objet culturel, social, voire objet ordinaire, auquel elle permet de se sustenter dans l'existence, soutenir dans l'existence. Pardon. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'il y a une conséquence tout à fait contre-intuitive de la théorie de la constitution comme non-identité, à savoir que l'objet constitué et l'objet constituant doivent occuper la même région spatiale. C'est généralement la conséquence qu'acceptent tous les tenants de cette théorie. Notre-Dame et son support matériel occupent la même région géographique sur l'île de la Cité. Et là, on demande, mais comment deux objets peuvent bien occuper la même région spatiale? Et là, je réponds, c'est sûr que deux objets réels, je vois mal comment ils occuperont la même région spatiale. Ça semble tout à fait contre-intuitif. Mais en fait, ce n'est pas deux objets réels qui occupent la même région spatiale. C'est un objet réel, le support, et un objet purement intentionnel qui occupe la même région spatiale. Et en fait, au sens strict, il n'occupe pas la même région spatiale. Il l'occupe en un sens lâche et populaire. Je m'explique. Notre-Dame est un objet purement intentionnel, et en tant que tel, il n'existe pas dans l'espace. Il n'occupe aucun lieu. De même que Madame Bovary n'existe pas quelque part, ou que le roman Madame Bovary n'existe pas là où se trouvent ces différentes instances, en tout cas à mon sens. Et bien de la même manière, Notre-Dame n'occupe pas au sens strict l'espace occupé par son support matériel. Néanmoins, il y a un sens à dire que Notre-Dame occupe cet espace. Les théoriciens de la Constitution soutiennent que deux objets qui occupent le même espace ont toutes leurs parties en commun et généralement leurs propriétés temporellement restreintes en commun. Alors je pense que c'est faux, et en partie vrai. Notre-Dame et son support n'ont pas les mêmes propriétés au sens strict. Je m'explique. Notre-Dame hérite une partie de ses propriétés de son support matériel. Elle les emprunte, comme dirait Baker. Il y a des propriétés que possède Notre-Dame, que Notre-Dame possède, parce que son support matériel les possède. Il y a d'autre part des propriétés que possède Notre-Dame
que Notre-Dame possède sans les emprunter à son support matériel. Par exemple, le fait d'être une église, d'être admirée ou pleurée par des millions de gens parce qu'elle a brûlé. Mais il y a des propriétés qu'elle emprunte à son support matériel, comme être éventuellement humide, comme d'avoir été en partie détruit, et surtout d'occuper une certaine région spatiale. Mais ces propriétés que Notre-Dame emprunte à son support matériel, Notre-Dame ne les possède pas de la même manière que son support matériel. Il faut distinguer deux manières de posséder les propriétés. Il y a une manière stricte de posséder les propriétés. C'est par exemple la manière dont le support matériel de Notre-Dame possède la propriété d'occuper une certaine région spatiale, et une manière non stricte de les posséder, qui est celle, par exemple, dont Notre-Dame, elle, possède cette propriété d'occuper une certaine région spatiale. On pourrait reprendre ici la distinction établie par Edward Zalta entre les propriétés encodées et exemplifiées. Les objets réels ne font qu'exemplifier des propriétés. Le bâtiment ne fait qu'exemplifier des propriétés. L'objet purement intentionnel est un double porteur, dirait Ingarden. Il a deux aspects. Il porte les propriétés de deux manières différentes. Certaines propriétés sont encodées, d'autres exemplifiées. Notre-Dame exemplifie la propriété d'un objet purement intentionnel, par exemple, d'être une création d'actes intentionnels. Elle exemplifie ses propriétés, mais elle n'exemplifie pas la propriété d'occuper une certaine région géographique au centre de l'île de la Cité. Elle l'encode, et elle l'encode, pourquoi? Parce que son support matériel l'exemplifie. Mais au sens strict, en fait, elle ne l'exemplifie pas, elle n'a pas réellement cette propriété. De la même manière, en fait, le parallèle vient de là, que Madame Bovary, d'une certaine manière, est l'épouse de Charles Bovary, mais elle ne l'est pas réellement. Elle encode cette propriété. On ne va pas trouver dans le monde Madame Bovary et on ne va pas pouvoir constater qu'elle a été mariée à Charles Bovary. Elle l'encode parce que c'est écrit dans le roman. Ici, certaines propriétés encodées, la question est-ce que certaines ou toutes, mais a priori seulement certaines, encodées par le bâtiment, sont encodées de manière purement arbitraire. Non, elles ne sont pas encodées purement arbitraires, elles sont en partie héritées du fait qu'il y a un support matériel qui occupe, au sens large, la même région spatiale. Je vais terminer là-dessus. Je pense que cette distinction entre l'encodage et l'exemplification, entre le fait que Notre-Dame ait un mode d'être purement intentionnel et son support matériel un mode d'être réel, permet en partie de résoudre toute une série de problèmes qui affectent l'identité synchronique des objets. Elle permet surtout de donner du sens, me semble-t-il, à la notion de constitution au centre des théories de la constitution. Elle permet d'expliquer la symétrie dont est affublée cette relation et de préciser le statut des objets constitués par rapport aux objets constituants. Un des problèmes étant qu'on a souvent tendance à considérer que l'objet constitué existe exactement de la même manière que l'objet constituant, ce qui rend cette relation, à mon sens, incompréhensible. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sébastien.